honnêtement, c'est à partir du moment où le Parisien a dit que c'était complotiste que je me suis dit, bon là, il faut impérativement que Xavier Poussard intervienne sur la chaîne, parce que ça fait 6 ans que tout ce qu'on nous dit être complotiste est vérifié 1 à 2 ans plus tard. Parce que le dossier militaire permet de savoir, il y aura une photo, et puis on verra bien qui a fait son service militaire. Bon. On rappelle que le service militaire était obligatoire à l'époque. Voilà. Et donc, on découvre, en fait, dans on n'a pas réussi à avoir le dossier militaire, mais dans le fichier de recensement militaire, on voit le père, donc, de Jean-Michel Trogneux, Jean Trogneux, qui déclare son fils, dans le cadre du recensement militaire, en 1963, donc Jean-Michel Trogneux vient d'avoir 18 ans, le 11 février 1963, son père va au recensement le lendemain, et le déclare domicilié à Alger. Bon, alors là, déjà, c'est une surprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un Trogneux de 18 ans peut faire en Algérie quelques mois après les accords d'Évian. C'est-à-dire, à la fois la date et le milieu social, ça colle pas. Et à ce moment-là, je vais tout simplement, je vais faire des recherches sur Brigitte Macron et l'Algérie. Et il se trouve que lors d'une visite d'État d'Emmanuel Macron à Alger, qui est une visite qui est passée complètement inaperçue, puisqu'elle s'est déroulée en parallèle au décès de Johnny Hallyday, de Jean d'Ormesson, puis de Johnny Hallyday. Et en fait, à ce moment-là, les autorités algériennes ont communiqué sur le fait qu'ils avaient fait refaire une aile entière de la faculté centrale d'Alger, parce que, disait-il, Brigitte Macron, il y a des souvenirs. Donc c'est repris par... Attends, donc ça, c'est dans la presse algérienne, on peut le retrouver, c'est complètement public. L'expression, vraiment la presse algérienne, ça va être repris par Le Point Afrique, ça va être repris par Jeune Afrique, et ça va être aussi repris par un hebdomadaire féminin saoudien, enfin le décrochage. Et alors, est-ce que ça s'intègre dans la narration officielle? En effet, est-ce que dans la version, indépendamment de ta version, est-ce que dans la version de l'Élysée, il était déjà déclaré que Brigitte Macron avait des souvenirs en Algérie? Ah non, c'est-à-dire que dans la biographie officielle, c'est complètement au radar. Et en fait, c'est les autorités algériennes qui, lors de la visite de Macron, communiquent sur le fait que Emmanuel et Brigitte Macron sont attendus. Du coup, nous avons fait refaire une aile entière de l'université d'Alger parce que Brigitte Macron y a des souvenirs. Donc en fait, dans la version officielle, ces souvenirs dateraient de quand? Si c'était la version d'Élysée. L'âge auquel on est à l'université, c'est après 18 ans. Or, la seule personne en âge de faire ses études qu'on retrouve à Alger, en plus l'adresse qui est donnée sur le recensement militaire, qui est le 87 boulevard Saint-Saëns, qui est le boulevard Mohamed V à Alger, quand vous regardez, c'est comme le boulevard Saint-Michel par rapport à la Sorbonne. Ça rigole. C'est vraiment à côté. Donc c'est quand même ça fait partie de ce qu'on appelle des indices. C'est-à-dire que, et par contre, on retrouve jamais Brigitte Trogneux à Alger. C'est-à-dire, voilà. Ensuite, bon, il y a toutes les photos de classe qu'on a retrouvées de Jean-Michel Trogneux sont concordantes. C'est-à-dire que Emmanuel Anison en a retrouvé 2, et moi j'en ai trouvé 4, et elles sont toutes concordantes. C'est-à-dire au niveau, bon, vous avez effectivement les résultats donnés par la reconnaissance faciale, mais vous avez aussi le langage corporel, si on veut. Et puis ensuite, moi, sur la piste du service militaire, j'ai été amené à découvrir que Jean-Michel Trogneux avait suivi une formation en travaux publics. Donc c'est une prépa intégrée à une école d'ingénieurs qui s'appelle l'école spéciale des travaux publics. C'est vraiment qu'une prépa intégrée. Et en fait, il y est vraiment quasiment jamais allé quand on consulte. Alors, dans ce que l'on sait de la biographie de Brigitte Trogneux, à quel moment se serait-elle retrouvée en Algérie et pourquoi? Si c'était officiel. Brigitte Trogneux, elle s'est jamais retrouvée en Algérie. Brigitte Trogneux, elle s'est jamais retrouvée en Algérie. Brigitte Trogneux, elle a un bac L. Elle a un bac L. Elle, tout de suite après, elle rencontre André Ozière. Elle a ses 3 enfants. C'est très compliqué de fact-checker des éléments biographiques sur Brigitte Trogneux. On nous dit qu'elle a été, c'est très pénible, on nous dit qu'elle a été à la chambre de commerce du Nord-Pas-de-Calais. Cette information, je n'ai pas pu la vérifier, c'est-à-dire que
techniquement, on nous donne pas de réponse et les documents sur ces années-là ne sont pas forcément accessibles. Il faut savoir que dans le droit du code du patrimoine qui réglemente ça, les délais sont de 50 ans. Et quand c'est en dessous de 50 ans, vous tombez sur les lois relatives à la vie privée. Donc ensuite, vous êtes obligé de faire des procédures, etc. Donc en fait, et c'est très compliqué d'avancer sur Brigitte Trogneux. Globalement, pour résumer sur le dossier, ce que je peux dire, c'est que la biographie officielle de Brigitte Macron a été créée en prenant le passé de sa sœur, Brigitte Trogneux. D'accord? Donc ils ont pris le passé de sa sœur jusqu'en 1986 et ensuite c'est la vie de Jean-Michel Trogneux qui vit sous l'identité de sa sœur et tout simplement on a effacé Jean-Michel Trogneux de la biographie officielle de Brigitte, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait c'est pour ça, c'est un copier-coller et ensuite on efface. C'est-à-dire que on efface Jean-Michel Trogneux et on prend la biographie de la sœur à laquelle on prend l'identité. Parce qu'en fait, c'est un cas d'usurpation d'identité. C'est un frère qui vit sous l'identité de sa sœur dans des circonstances qui resteraient à éclaircir. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit sans doute d'un secret de famille. On est vraiment dans un secret de famille. Quand on va sur place, quand on se plonge dans le dossier, quand on interroge les membres de la famille, on est surpris par ce mutisme. C'est-à-dire que c'est l'omerta. Hein, l'omerta, c'est pas personne ne sait qui a tué Toussaint Pantalacci. C'est personne ne sait qui était Toussaint Pantalacci. C'est ça l'omerta. Hein, c'est de quoi parlez-vous? Je ne connais pas, etc. Et plus vous êtes chez des gens qui sont potentiellement proches de la famille, moins ils refusent de répondre. Ceux qui acceptent de répondre sont des gens finalement, enfin relativement éloignés et qui semblent voir que quelque chose ne va pas dans les conversations qu'on peut avoir avec eux, mais qui n'ont pas toutes les pièces du puzzle. Voilà, donc en fait c'est vraiment un secret de famille. Ensuite, pour revenir aux Américains et aux Russes, il y a une détermination chez les Américains. Bon, disons-le clairement, moi j'ai fait une enquête en source ouverte. Source ouverte, c'est Internet, presse, et puis ensuite centre d'archives, etc. Et ensuite je contacte des gens pour approfondir, mais mon enquête c'est des moyens journalistiques. Ensuite, je ne sais pas si les Américains ont eu accès à des interceptions, ce qu'on appelle des systèmes d'interception. On connaît ce que c'est que la CIA, ce que c'est que la NSA, les moyens qu'ils peuvent employer. On sait que quand même, encore plus que l'Algérie, toute l'action d'Emmanuel Macron est allée dans le sens des Américains, notamment pendant son passage à Bercy. On se rappelle de la vente d'Alstom à General Electric. Voilà, il y a un certain nombre d'affaires comme ça, de mécano industriels avec des ventes de fleurons français à l'étranger, qui ont d'ailleurs été dénoncées à l'occasion de commissions d'enquête parlementaires. Ces affaires ont été enterrées. Je rappelle que dans les mails d'Hillary Clinton, Jack Sullivan, qui deviendra plus tard conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, écrit dès 2012, alors que Macron vient d'être nommé conseiller économique à l'Élysée, c'est lui qu'il faut suivre, c'est le futur ministre de l'économie, alors que François Hollande a dit que quelqu'un qui n'a pas été élu ne pourrait pas être ministre. Et la presse va nous présenter comme une grande surprise en 2014 quand Emmanuel Macron est nommé à Bercy. Et ensuite, en 2016, dans les mails de Hillary Clinton, on découvre que les Américains le savaient en fait depuis 2012. Donc il est évident que Macron est tenu. Il y a cette histoire de dossier président de France qui se greffe par-dessus. On peut quand même. Je vais tester stabiliser ton téléphone si tu as une tasse ou quelque chose pour le mettre dedans parce que l'image bouge, c'est un peu gênant. Désolé, c'est la caméra qui n'est pas, c'est la caméra de l'ordinateur qui n'est pas. Pire, tu veux prendre une tasse pour le mettre dedans, mais alors, normalement ça tient. Très bien. Voilà. Il faut insister sur ce que tu viens de dire parce qu'en effet, là, on voit, et c'est pour ça que tu es reçu ce soir, on voit des preuves qui sont en source ouverte, comme tu l'as dit, qui sont vérifiables par n'importe qui. Par exemple, le fait que Brigitte Macron dise à Alger qu'elle y avait des souvenirs. En effet, ça ne colle pas avec la biographie officielle de Brigitte Macron, mais ça colle parfaitement avec la biographie de Jean-Michel Trogneux. D'autre part, tu as en effet le fait que dans WikiLeaks, il est bien démontré que le clan Clinton savait
qu'Emmanuel Macron était une person of interest. Dès le début, et on sait aujourd'hui qu'il a été imposé à François Hollande comme secrétaire général de l'Élysée, je ne sais plus, je crois que c'est ça, enfin, comme au départ. Général adjoint chargé de l'économie. Voilà, donc il a été imposé à l'Élysée avec aucune expérience pour pouvoir lui mettre le pied à l'étrier, à part son expérience chez Rothschild, dont on sait aussi qu'il y a de grosses zones d'ombre dessus, ne serait-ce que sur le patrimoine qu'il a déclaré, puisque je rappelle qu'officiellement, si on croit les médias parisiens, eh bien, Macron n'a qu'un patrimoine d'1 demi-million d'euros après avoir fait plusieurs années en fusion-acquisition chez Rothschild, ce qui n'est pas logique du tout. Mais donc, en effet, tu rappelles bien que, d'une part, et d'ailleurs, ça avait été des accusations portées par Arnaud Montebourg. D'une part, Macron est accusé d'avoir favorisé les intérêts américains dans la revente d'Alstom, mais pas que, la Tecoer, Gemalto, enfin, tout un tas de fleurons industriels. Et d'autre part, il est déjà présent, alors que, bon, Hillary Clinton, future présidente, en tout cas ce qu'elle croit, elle va pas s'encombrer l'esprit de l'obscur secrétaire adjoint à l'Élysée pour les affaires économiques. C'est pas un truc qui va être dans son radar. Et pourtant, ça l'est. Donc, en effet, c'est curieux. Je te rends la parole. Oui, alors bon, de toute façon, tout le parcours d'Emmanuel Macron est très étrange, puisque bon, toutes ces informations sont rapportées dans le livre, elles sont sourcées dans le livre, et j'insiste sur le fait que ces informations que je vais donner sont sourcées par des journalistes mainstream. Hein. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que quand Emmanuel Macron a passé à l'oral de l'ENA, qui est vraiment quelque chose de central. Éric Zemmour, qui est plutôt bon à l'oral, a raté. Oui, rappelle-nous ça, oui, qu'en effet, son oral est il n'y a pas eu d'oral dans son concours, et le classement a été annulé. Alors, il répond pas à la question qui lui est posée à l'oral de l'ENA. Hein, aujourd'hui, ceux qui étaient présents refusent de parler à la presse. On est toujours face à ce problème de refus de parler à la presse. Du cas Emmanuel Macron. Comme si c'était vraiment un personnage extraordinaire. Bon. Donc il répond pas à la question. Voilà, le classement de sortie de sa promotion qui le fait rentrer à l'inspection générale des finances déclenche une rébellion dans la promotion qu'on va appeler les mutins de Sangor, et qui vont porter l'affaire devant le Conseil d'État. Et il faut savoir que cette promotion va être la seule dont le classement est annulé par le Conseil d'État, sachant que depuis, Emmanuel Macron a quand même supprimé l'inspection générale des finances, a quand même supprimé l'ENA. On est quand même sur quelque chose. Le corps de la diplomatie, ouais, d'une façon générale, le corps. Ensuite, quand il rejoint la banque Rothschild, il est exonéré de la procédure de mise en disponibilité de la fonction publique, qui stipule qu'il y ait il est inspecteur général des finances, hein, c'est un très haut fonctionnaire. Et en plus, il a tout de suite été au top à l'inspection générale des finances, puisqu'il a été pris sous son aile par Minc, par Alain Jouyet, par Jean-Pierre Jouyet, etc. Et donc il est tout de suite, et il est exempté de la procédure qui stipule qu'il y ait mise en disponibilité de la fonction publique avec arrêté du ministre publié au journal officiel. Le type qui gère la déontologie au Conseil d'État, on lui a Marc Andevelde, un journaliste à Marianne, lui a présenté le cas Macron. Le type lui a répondu: je n'ai jamais vu ça. Voilà. Et donc on n'est que sur des anomalies au niveau de son parcours, de son ascension, de ce qui s'est passé chez Rothschild, puisqu'il est le plus jeune associé gérant de l'histoire de la banque. Des anciens collègues ont témoigné auprès de journalistes en disant: David de Rothschild a dû les violer pour le nommer associé gérant. Puisqu'effectivement, il n'avait pas les compétences, il ne savait pas ce qu'était qu'un EBITDA. Voilà. Pour situer où on en est. Les témoignages racontent en réunion, dès que Macron prenait la parole, tout le monde rigolait en disant: tiens, encore une bourde de Macron. Donc en fait, on est quand même face à ce que j'appellerais un candidat mandchou. Oui, voilà. Ça c'est très important, explique-nous ça, parce qu'en effet c'est ce que reprend. Alors je vais refaire un résumé pour notre audience. Donc tu insistes sur ces preuves circonstancielles qui sont indépendantes de tes recherches et qui sont vérifiables par n'importe qui. La déclaration de Brigitte à Alger disant qu'elle y a des souvenirs, alors que Brigitte Macron, dans la version officielle, n'a absolument aucune raison d'avoir été en Algérie et n'y a jamais été dans ce qui est dit. Le fait donc qu'on n'a pas de photos ni en effet de Brigitte Macron enceinte, ni de témoignages sur la naissance des personnes qui sont présentées comme ses enfants, etc. Bon, très bien, c'est possible qu'il n'y en ait pas, mais je veux dire,
on n'en produit pas. Bon, d'habitude, c'est le plus beau jour de sa vie, une naissance, enfin, un accouchement, on a des photos, on a des trucs. Là, il y a rien. Et puis, l'autre élément, donc, c'est le professeur Patrick Buy, spécialiste de la féminisation des visages masculins, décoré de la Légion d'honneur, et qui paraît dans Closer à la suite, vraisemblablement, d'une revanche de Mimi Marchand, un point extrêmement important. Et puis donc, les passages en Algérie, cette fois de Jean-Michel Trogneux, d'autres éléments qui sont étrangers. Ensuite, donc, les anomalies, et le terme, en effet, exact est anomalie, dans la trajectoire de Macron. Donc tu dis, bon, son patrimoine, le fait qu'ils savent pas ce que c'est qu'un EBITDA, j'avoue, c'est pas possible d'entrer en fusion-acquisition sans savoir ce que c'est qu'un EBITDA. La valorisation des sociétés, c'est un multiple de leur EBITDA, donc ça paraît bizarre. Et des témoins qui, comme tu le rapportes, disent il a dû violer, les forcer pour qu'ils prennent cet Emmanuel Macron, qui se retrouve déjà dans les emails de Hillary Clinton, alors que c'est personne le gars. Vraiment une trajectoire très très fulgurante. Donc voilà, j'ai bien résumé ou j'ai oublié d'autres éléments. Voilà, un dernier petit fait. Il se trouve que David de Rothschild dit dès le début à Emmanuel Macron ne soutient pas Strauss-Kahn. Ça ne va pas aboutir. Ah ouais. Mais on a alors quelle preuve on a de ça? Quel témoignage on a de ça? À l'époque où tout le monde soutient Strauss-Kahn au PS, tout le monde est derrière Strauss-Kahn, c'est doit être Strauss-Kahn le candidat. Mais d'où vient la source qui dit que Rothschild dit à Macron ne soutient pas Strauss-Kahn? C'est dans quel contexte qu'on a cette c'est en source ouverte dans la presse. C'est en source ouverte dans la presse. J'ai pas la référence. C'est dans le dossier, tout est sorti en note de bas de page. Et donc en fait il y a cette d'ailleurs, la source de mémoire, c'est Martine Orange, le bouquin de Martine Orange de Mediapart sur la banque Rothschild, tout simplement. Donc, dès 2010, Macron se met dans la roue de Hollande, donc ce qui est complète, donc c'est un des seuls. En fait, il lui-même dit j'ai acheté Hollande à la baisse, et pendant la campagne de François Hollande pour l'élection présidentielle de 2012, en janvier 2012, Bernard Attali organise une réunion secrète dans laquelle est convié François Rebsamen, qui vient pour le compte de François Hollande, et François Rebsamen leur dit mais qu'est-ce que vous voulez? Donc il a devant lui des milieux financiers, le CAC 40 et Bernard Attali qui organise cette réunion secrète. Et Bernard Attali lui dit c'est pas compliqué, on soutient François Hollande à une seule condition, c'est que vous preniez Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint chargé de l'économie. Et il faut savoir que Bernard Attali, on parlait des affaires Alstom, etc. Dans toutes les affaires de prédation du capitalisme financier américain sur le capitalisme français, on retrouve, et lié effectivement à la CIA, on retrouve Bernard Attali au centre de toutes ces opérations. Donc c'est pour dire que quand je parle de candidat Mandchou, peut-être tu peux résumer le film du candidat Mandchou pour les spectateurs afin effectivement de préciser. Ouais, ok. Mais ça, c'est un point important parce que, en effet, on va terminer là-dessus avant de passer aux questions du chat. Oui, alors on rappelle en effet qu'il y avait un panneau concernant les prises d'otages du Hamas en Israël. Que ferais-tu si Jean-Michel était pris en otage? Bien sûr, l'Élysée a répondu que c'était Jean-Michel Trogneux. Ce sera le dernier point que je te poserai parce que beaucoup de journalistes posent cette question quand même, en disant apparemment ce qui bat en brèche la version de Candace Owen et de Xavier Poussard, c'est le fait que ce monsieur s'est présenté comme étant Jean-Michel Trogneux et a témoigné. Tu nous expliqueras pourquoi tu n'en crois rien. Mais donc, faisons un point sur cette notion de candidat Mandchou, parce qu'en effet, c'est clairement ça c'est grave, hein, ce qu'accuse Candace Owen. Elle dit voilà, on a quelqu'un qui est contrôlé, qui est manipulé, peut-être même psychologiquement, quasiment comme un enfant soldat, de façon assez marrante ou triste. On a Gaël Giraud qui a fait exactement la même accusation. Gaël Giraud a dit sur Thinkerview, il a déclaré, voilà ce qui se passe. Quand Mitterrand prend le pouvoir, Monsieur de Rothschild voit une de ses banques nationalisées. Il en conçoit une amertume immense et sans limite. Et Emmanuel Macron est l'enfant soldat que Rothschild a mis dans les pattes de la France pour se venger de Mitterrand. C'est une déclaration que Gaël Giraud, qui est donc chercheur au CNRS, il a coûté très cher.
qui lui a coûté très cher, absolument. Et il est jésuite, on le rappelle aussi. Et en effet, cette déclaration lui a coûté extrêmement cher. Il a dit, voilà, donc il n'a pas utilisé le terme candidat Mandchou, mais il a utilisé le terme enfant soldat. Parce qu'il a dit en plus, voilà, les enfants soldats, on tue leurs parents, on les fait tuer leurs propres parents pour leur laver le cerveau. Et là, Candace Owen, elle y va pas par quatre chemins. Elle dit qu'en effet, selon elle, Macron est un candidat mandchou, contrôlé par les États-Unis notamment, du type MK Ultra, du type des gens qui, donc le MK Ultra, on rappelle, hein, MK c'est pour Mind Control avec un K, en référence aux recherches allemandes là-dessus, d'anciens nazis, et c'était complètement déclassifié. MK Ultra, c'est complètement admis, la CIA a fait des expériences avec du LSD, des psychédéliques, des tortures sur des gens, parfois sur le sol américain en toute illégalité, pour essayer d'entrer dans leur esprit, pour essayer de les contrôler. Ils sont allés très loin, jusqu'à l'opération Midnight Climax à San Francisco, où ils ont versé du LSD dans le champagne de clients de bordel de San Francisco, ce qui est complètement illégal d'au moins une dizaine de façons, mais ils l'ont fait. Donc Candace Owen dit, notamment quand Macron cite André Gide, qui était un pédophile bien connu, à l'époque c'était toléré quand on était riche et prix Nobel, d'ailleurs c'est ce que disait André Gide, hein, le prix Nobel me protège. Eh bien, bon, le fait qu'il ait cité André Gide, Candace Owen dit que c'est une référence à ça. Explique-nous pourquoi Candace Owen accuse clairement Macron d'être un candidat mandchou à la suite de toutes ces thèses. D'abord, il y a l'idée du candidat mandchou, c'est deux idées. C'est-à-dire que c'est un homme politique qui n'est pas élu, mais qui est choisi par des puissances supérieures. Mais c'est aussi après tout, on pourrait dire ça de tous les hommes politiques. Mais c'est surtout l'idée que c'est une marionnette intégrale et que, y compris ses souvenirs, sa mémoire, son passé, ont été recréés à l'aide, effectivement, psychédélique de chirurgie ou de méthode de conditionnement. C'est un classique, si on veut, du cinéma hollywoodien. D'ailleurs, les démocrates accusent Trump d'être un candidat mandchou. Trump accuse Obama d'être un candidat mandchou. Donc c'est un classique en fait de. C'est vrai, c'est des accusations qui sont lancées de part et d'autre puisque Macron. Voilà, en fait, ça implique d'être l'instrument d'une puissance étrangère ou donc il y a une version en fait où c'est. Je veux vraiment rappeler ça ce soir à notre audience que voilà, on pourrait dire attends, c'est quand même vache de dire ça. Non. Je rappelle que c'est ce que toutes les rédactions parisiennes disent de Trump aujourd'hui, sans le moindre accroc dans la voix, sans le moindre problème. Elles disent « Nous pensons que Trump est un candidat mandchou ». Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je ne le pense pas. Je pense que c'est faux. Je pense que si c'était le cas, ça fait très longtemps que le FBI aurait fait la peau à Trump s'il avait le moindre début de preuve de cela. Ça me dérange pas que les rédactions parisiennes disent ça, mais dans ce cas-là, ça devrait pas les déranger que des gens comme toi ou Candace Owen posent exactement la même question de Macron. Je veux dire, c'est fair play. Voilà. Et c'est surtout, alors, dans l'idée du candidat mandchou, il y a cette idée qu'en fait, on lui a fabriqué un CV de héros de guerre, en fait, dans la version la plus récente, la dernière version du film. On lui a inventé un CV de héros de guerre et en fait, tous les souvenirs ont été recréés. Et il y a une phrase étonnante d'une des biographes de Brigitte Macron, qui est pourtant une biographe bienveillante, qui travaillait pour Vanity Fair et qui voulait écrire un beau livre sur Brigitte Macron. Et au bout d'un moment, dans son livre, elle arrive tellement à rien, quoi. C'est tellement dur qu'elle dit « J'ai l'impression que les officines du président sont rentrées dans les cerveaux pour y effacer les mémoires. » Et donc là, on a vraiment... Alors, c'est une phrase qui peut paraître délirante et qui est tenue, je le répète, par une journaliste macroniste. Dans le livre, je cite vraiment les écrits d'autres journalistes qui, eux, sont macronistes et même précisent dans leurs livres. Parfois, je pense à Hervé Algala-Rondeau du Nouvel Observateur, qui écrit un livre sur l'enfance d'Emmanuel Macron. Au bout d'un moment, il suit un déplacement dans les Pyrénées. Quelqu'un demande à Emmanuel Macron comment va votre sœur Estelle, et Emmanuel Macron se retourne vers Brigitte et lui dit « Qu'est-ce que je dois répondre ?» Et ça, c'est rapporté par des journalistes macronistes revendiqués. C'est-à-dire que tous les jours, c'est ça que j'explique dans le livre. C'est que c'est pas un truc de un type qui se met à délirer tout seul dans son coin. C'est que c'est une affaire vraiment étrange et qui, pour le coup, justifie que
Donald Trump, qui a tout vu dans sa vie, va effectivement Posez la question. garder un dossier. Voilà. Alors, on avait une autre question qui était la question de l'homme qui a été présenté comme étant Oui, voilà. Jean-Michel. En effet. Alors, juste avant que tu répondes à celle-là, juste quand même un point. Tu as dit, parce que je veux vraiment que tout soit clair pour notre audience, tu as dit, selon toi, alors je sais qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas t'exprimer, mais tu as dit quand même, bon, quand Complément d'enquête fait un dossier sur un chef d'État africain, on sait que ça vient de l'Élysée. Donc, quand Tucker Carlson, Clayton Morris, limite Joe Rogan, a mentionné un peu, et enfin a laissé entendre, et bien sûr Candace Owen disent quelque chose, pour toi quand même, je sais pas jusqu'où tu peux t'exprimer, pour toi ça vient de Trump. Alors, moi, en fait, d'abord, je veux pas m'exprimer parce que, en fait, je sens, je vais te dire pourquoi, tout simplement. Pas de souci, tu peux nous dire qu'il y a des choses que Pour tu une peux pas. raison très simple, c'est aussi, d'abord, parce que je sens venir, je l'ai vu à travers un article de France Inter sur le sujet de Candace Owens, où mon travail était évoqué sous l'angle de l'ingérence étrangère. Oui. Et en fait, je me demande, est-ce qu'il y a la 17e chambre, c'est de la diffamation, et puis voilà. Mais bon, mes conclusions, je les ai déjà exposées, en fait. Je les ai déjà exposées, sans rentrer dans les détails, mais les détails ne changent pas grand-chose. Mes conclusions, je les ai déjà exposées en février 2024. Bon. Et à la suite de ces conclusions-là, il n'y a pas eu de poursuite. Attends, mais dis-nous clairement ce soir si tu penses que c'est Trump qui est derrière ou pas, ou si tu souhaites ne pas répondre. Non, c'est-à-dire que, bon, moi, ce que je peux te dire, c'est que de toute façon, Candace Owen, la première fois qu'elle en parle, la veille, elle fait un tweet où elle pose avec Donald Trump un tournoi de l'UFC. Tucker Carlson, c'est-à-dire quand à qui s'élève, c'est Poutine, quand à Tucker Carlson, c'est Donald Trump. Voilà. Après, moi, je suis pas dans le secret des dieux, j'ai pas eu accès à des informations classifiées. Mais en ton âme et conscience, c'est ta conclusion, quoi. En ton âme et conscience, c'est ce que tu tendrais à conclure. Que, voilà. La façon dont c'est exprimé par les Américains, en allant chercher un journaliste français d'une lettre confidentielle pour proposer la participation à une série sur YouTube qui s'appelle Becoming Brigitte. Enfin, je veux dire, bon, voilà, on sait comment ça fonctionne. Enfin, c'est très inhabituel déjà que les Américains fassent quelque chose avec des étrangers sur un sujet étranger, etc. Bon, on voit que Donald Trump a ce dossier, on voit qu'il y a des choses qui interviennent dans des allusions qui interviennent quand il y a cette rencontre à la Maison Blanche, etc. On voit que Macron semble ne pas tenir ses engagements. Et là, le coup près, Tucker Carlson. Voilà. Ensuite, moi, c'est très clair. Je veux dire, comme si tu veux, ce qui me pend au nez, ça va être en fait que je suis ingérence étrangère, parce que ça, c'est le grand truc de Macron. Intelligence avec une puissance étrangère. Quand Macron, il est face à Marine Le Pen, il lui dit, mais vous avez été financé par une banque russe. Donc ça veut dire qu'en fait, Macron, alors que lui, Macron, il a aucun lien avec aucune banque. Et il a été financé par qui et pour accomplir les intérêts de qui? Donc en fait, c'est le grand truc d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il accuse tout le monde d'ingérence étrangère pour cacher alors que lui a été financé par au milieu de la figure et qu'il est tenu par tous les bouts du slip par des puissances étrangères. Je signale que on parle de l'Algérie, mais y compris le rapprochement avec le Maroc se produit à la suite du scandale Pegasus. Je signale que le 360, Maroc 360, qui est un média proche du palais, a aussi fait allusion à la transsexualité de Brigitte. Ah oui, c'est vrai, ça c'est un point très important. Donc, en fait, c'est un point très important. On a des allusions israéliennes, on a des allusions russes, on a des allusions algériennes, il manque que les Chinois, des Américains. Enfin voilà, et la seule question. Tu as tout à fait raison. Alors là, pareil, c'est évident pour toi, mais il faut vraiment insister là-dessus. En effet, Maroc 360 est un média proche du palais. En effet, j'avais complètement zappé ça. Ils ont en effet fait une allusion à cela. Ça, c'est tout à fait. Moitié homme, moitié femme, qui est vraiment Macron. Personne. Ouais. L'article était vraiment salé quand même. Oui, on sentait un langage des oiseaux un peu partout. En effet, c'est pire. En tout cas, c'était bien plus violent que le Say hello to your beautiful wife. Ça, c'est clair. C'était un message qui était. Eh bien, on se rappelle que Trump a fréquenté beaucoup de mafieux, c'est un fait, dont Vincent Gigante, le légendaire qui s'est fait passer pour fou pendant 30 ans et qui était le parrain de la famille Genovese. Donc, ce genre de phrase, tu sais, comme dire He's a friend of us, he's a friend of mine.
ou servir le vin à table. Tu sais, Michael Frances rappelle, donc quand tu as une table, si tu sers le vin comme ça veut dire que c'est un ami. Si tu sers le vin comme ça veut dire que c'est un ennemi ou que c'est quelqu'un devant qui tu ne peux pas parler. Bon, toutes ces choses-là sont connues. Donc oui, cette déclaration de Maroc 360, elle n'est pas anodine du tout. Et je suis d'accord que côté algérien, il y a aussi des vraies questions qui se posent. Donc en réalité, on a l'impression que les seuls qui n'étaient pas au courant, c'était le peuple français, quoi, comme d'habitude. En France, c'est très compliqué. En France, je sais pas comment dire. En France, ça a été c'est une chape de plomb. Tu te rappelles de la blague d'Arnaud de sa mère chez Michel Drucker? Il y a une blague d'Arnaud de sa mère. Il y a des allusions à Amanda Lear dans les dîners en ville de très longue date. Voilà, donc il y a d'ailleurs tu vois, moi mon enquête elle est ouverte en fait, si tu veux. Elle est pas là, elle apporte des conclusions, hein. Mais si tu veux, elle ouvre sur d'autres questions, c'est-à-dire qui savait, dans quelles conditions, qui a vraiment repéré Macron, quel est son niveau d'antériorité, c'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'il a été, je dirais, programmé. Le Wall Street Journal en 2017 avait parlé de l'ascension programmée d'Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Le calculated rise, l'ascension programmée. Donc c'est des termes qu'on retrouve vraiment. En fait, c'est un personnage très étrange. Et donc en fait, moi je suis avec l'espèce de, j'essaye de manœuvrer un 33 tonnes qui est la chape de plomb du silence en France. Et je m'appuie, donc je produis une enquête qui est la plus complète possible, et je vois que voilà, c'est repris en Russie, c'est repris aux États-Unis, et pas par des gens, pas par des blogueurs, d'obscurs blogueurs, mais par des gens qui sont, tu parlais du Maroc, on peut parler de l'Algérie, à chaque fois ce sont des gens qui sont considérés comme des relais de la présidence de leur pays, d'une part, et d'autre part, je signale quand même, c'est peut-être ton cas, mais quand on fréquente des Français qui sont amenés à rencontrer dans le cadre de voyages d'affaires ou de voyages politiques, je dirais des délégations gouvernementales de pays étrangers, je veux dire, aujourd'hui, cette affaire sape complètement la crédibilité de la France. C'est clair. Je dirais en Afrique, en Asie, au moins en Afrique et en Asie. Je dirais au moins en Afrique et en Asie. Mais en vérité, à peu près partout. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas un président, et n'est plus quelqu'un de crédible sur la scène internationale du tout, et en particulier pour ces questions de vie privée, puisqu'on se dit quelqu'un qui n'est même pas capable de répondre à des accusations et qui s'enferme, puisqu'en fait il semble s'enliser, il est comme pris dans un sable mouvant avec cette affaire. Plus il se débat, plus il coule. Et donc en fait, imaginez un président africain qui voit ça, qui se dit mais c'est qui ce type? Et donc on est quand même dans le monde arabe, en Asie, en Afrique, et la Russie et les États-Unis. C'est-à-dire, on est d'accord d'ailleurs que ce niveau de perte de crédibilité n'aurait même pas pu arriver du temps de Sarkozy ou du temps d'Hollande avec ses escapades en scooter. Bon, c'était rigolo. Tu te rappelles que le Japon et la Chine avaient fait une série quasiment un radio-crochet sur Hollande et son escapade en scooter avec son érection en forme de tour Eiffel. Enfin, il y avait des trucs ridicules quand tu faisais la revue de presse en Asie. Japon, Chine, Vietnam, c'était ridicule. L'affaire Trierweiler et l'affaire Valérie Gaillet en scooter. Bon, on avait atteint un niveau déjà où le chef de l'État français n'était pas super pris au sérieux. Mais là, entre Lavrov qui dit « mais moi je m'en fous de ce que pense la France », il le dit clairement, quoi. Et Medvedev pareil, et d'autres en effet qui, voilà, c'est un peu comme Trudeau, on ne prenait pas au sérieux. Et tu notes quand même que plus il y a un effondrement et une perte de crédibilité, plus la presse française nous explique qu'Emmanuel Macron s'est replacé au centre du jeu, européen, et qu'il a replacé l'Europe, parce qu'en fait son destin, je parlais de son ascension programmée. En fait, il est programmé pour quoi, Emmanuel Macron? Il est programmé pour être le président de la future Europe fédérale. C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'en fait, il détruit la République. C'est quelque chose d'extrêmement particulier. C'est-à-dire qu'on observe quand même que tout ce qui avait fait la République, qu'on soit pro-républicain ou anti-républicain, n'est pas la question. Mais on voit que les milieux pro-républicains ont vu Emmanuel Macron comme un sauveur de la République face à la menace populiste. Or, force est de constater que tous les piliers de la République, je te parlais de l'ENA, l'Inspection Générale des Finances, du corps diplomatique, les partis, Macron
a dissous les partis. Il est où le PS? Où est l'UMP? LFI, c'est 3 types sur X. Le RN, c'est 3 types qui peuvent passer sur BFM. C'est pas grand-chose. En vérité, il a détruit les partis, il a détruit la fonction de député, il a détruit le lien entre l'élu et la représentation. C'est-à-dire qu'avant, il fallait être élu pour être ministre. Aujourd'hui, on prend absolument n'importe qui. Donc, Macron, pourquoi? Macron, et même si, admettons que je sois un républicain conséquent, je devrais être anti-macroniste, puisque Macron, son travail, d'ailleurs, il fait cette déclaration, il dit « c'est très compliqué de construire quand on n'a pas tout détruit ». Donc en fait, le travail de Macron, c'est de détruire pour être le président de l'Europe fédérale, et aujourd'hui, il est pris pour cible et par les Trumpistes, et par Donald Trump, et par Vladimir Poutine, tout simplement parce que, en fait, ce que ne veulent pas ces puissances, c'est que l'Union européenne devienne une super Ukraine au carré dans les 10 ans à venir, avec Macron en super Zelensky. Voilà, c'est ça. Et parce que lui, sur ce sujet-là, d'ailleurs, Philippe de Villiers est assez bon sur lui rapporte des propos. Bon, après, les propos que rapporte Philippe de Villiers du off sont toujours à prendre avec des pincettes, mais c'est assez crédible puisqu'en fait, Emmanuel Macron, vous pouvez le sourcer par, d'ailleurs, c'est le seul prix qu'il mentionne sur sa biographie au Ouzou, c'est le prix Charlemagne du leader de l'Europe, du leader européen, qu'il mentionne. Donc c'est-à-dire que c'est le seul titre auquel il accorde une importance, c'est ce prix Charlemagne. Donc Charlemagne, c'est le précurseur, si on veut, de l'Europe fédérale. Et à ça, j'ajouterai une phrase de Klaus Schwab, président du Forum économique mondial, qui en 2018, sur la RTS, en français avec l'accent suisse-allemand, effectivement, déclare « Emmanuel Macron, c'est celui qui nous mène vers le monde d'après ». Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc c'est en ça que c'est en ça qu'il faut comprendre l'intérêt c'est-à-dire le mélange de mépris et en même temps d'intérêt, parce que on peut mépriser un dirigeant, voilà, et se dire après tout c'est passager, puisque officiellement Macron ne sera plus au pouvoir en 2027. Pourquoi Poutine et Donald Trump, je veux dire, la France elle est hors radar en vérité, s'intéresse-t-il à un dirigeant qui normalement ne peut même pas se représenter dans 48 mois. Voilà. C'est bien qu'il y a un autre programme autour de cet individu. Voilà. Donc, voilà. Moi, ensuite, je livre mes conclusions. J'ai pas accès à des documents classifiés. J'ai pas sollicité d'autorité de pays étrangers. Candace Owen est un média indépendant. Je suis un média indépendant et nous avons fait une collaboration en win-win sur un dossier entre deux individus indépendants qui ne sont pas des acteurs étatiques. Alors, j'insiste là-dessus. Dans l'opération Becoming Brigitte, il n'y a pas d'interférence d'acteurs étatiques. Alors, merci. Donc, vous avez vu les pièces, vous avez vu les éléments, ils sont en source ouverte. Vous pouvez vous y référer. En effet, donc le tout dernier point, on garde le meilleur pour la fin. Qui est, selon toi, cette personne qui a été présentée comme Jean-Michel Trogneux et qui a été présentée comme mettant fin à tout débat et qui, je crois d'ailleurs, est responsable de la condamnation de Natacha Ray, même si je n'ai pas suivi tous les détails de ce procès? Alors ça c'est un point intéressant. Alors d'abord, faut comprendre que quand on s'intéresse à Jean-Michel Trogneux, il y a Natacha Ray s'intéresse via la photo de famille et elle découvre qu'il n'y a rien sur ce frère. Moi, je l'avais découvert dans les statuts des sociétés et j'avais découvert qu'effectivement c'était le seul membre de la famille qu'on avait effacé. Je découvrirai d'ailleurs plus tard que toute sa vie tous les éléments relatifs à sa vie ont été effacés de la biographie de Brigitte Macron et que les éléments de la biographie de Brigitte Macron, certains éléments ont été dégalés dans le temps, justement pour brouiller les lignes afin qu'on le retrouve jamais. C'est un frère caché, sachant que la biographie de Brigitte Macron avait beaucoup insisté sur la famille Trogneux, puisque Macron étant invendable, en fait, en vendant les Trogneux aux Français, notamment via Paris Match, en fait, on vendait une histoire d'une famille de province, d'artisans, et une famille respectable. Donc, famille d'artisans de province, ce qui était beaucoup plus vendeur qu'un énarque qui était devenu, qui faisait des fusions-acquisitions chez Rothschild. Bon.
Donc ce frère a été effacé et en 2021, quand nous quand je pose pour la première fois la question, est-ce que Brigitte, pour résumer, est-ce que Brigitte c'est Jean-Michel Trogneux, on nous dit, alors par l'intermédiaire d'un journaliste qui s'était proposé de débunker, des gens à Amiens vont lui dire mais non, mais qu'est-ce que vous allez chercher là? Jean-Michel Trogneux existe, c'est un petit gros. Bon, moi en fait d'abord pour revenir sur la genèse de ça, j'avais dans mes contacts quelqu'un qui avait été en colocation avec Jean-Jacques Trogneux et qui est un de ses meilleurs amis. Et Jean-Jacques Trogneux est le fils de Jean-Michel Trogneux. Et j'appelle ce gars et je me suis dit bon, au moins là on va être fixé. Et donc ce type qui est le meilleur ami du fils de Jean-Michel Trogneux me dit mais attends, c'est marrant que tu me parles du père de Jean-Jacques Trogneux parce que Jean-Jacques Trogneux ne m'a jamais parlé de son père. Et maintenant que tu me le dis, je me rends compte que c'est comme si c'était un tabou. Je dis mais tu as déjà vu en photo, t'as déjà etc. Il me dit mais non machin et il me dit bon laisse, je vais réfléchir, je te rappelle. Et il me rappelle sur un tout autre ton. Il me dit si Jean-Michel Trogneux existe, c'est un petit gros, il habite 14 rue des Vergeaux. Et il semblait réciter quelque chose comme s'il avait fait une gaffe un texte quoi. Premier entretien téléphonique. Voilà. Ensuite donc c'était un petit gros. Bon ensuite un journaliste qui est là pour débunker l'affaire, qui est se fait présenter par Amiens. À Amiens, on lui dit non, c'est un individu qui est à l'investiture, et cet individu, c'est Jean-Michel Trogneux. Et donc, on lui montre effectivement un type qui a une allure de petit gros. Bon. Donc, pour l'instant, on a une identification qui est fournie par Jonathan Moadab. Et cette personne, pardonne-moi, a présenté son certificat de naissance ou ses documents d'identité. C'est identifié comme tel. Mais non. En fait, le point central, c'est qu'en fait, l'Élysée le laisse dire. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a jamais rien d'officiel de dire ce type-là est né Jean-Michel Trogneux le 11 février 1945 à Amiens. Il y a même si tu veux, dans l'assignation qu'ils envoient à Nashville à Natacha Ray, ils ne disent pas lui c'est Jean-Michel Trogneux, ils disent la journaliste du Nouvel Observateur, Emmanuelle Anison, a identifié cet individu comme étant Jean-Michel Trogneux. Et là, quand ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment lire le livre d'Emmanuelle Anison pour voir qu'elle dit pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on lui dit Jean-Michel Trogneux existe, c'est un petit gros, il joue à la manie dans tel bar, vous pouvez aller le voir. Donc on la guide, elle rentre dans le bar, elle essaye de poser des questions au gars et le gars se casse. Voilà. Donc en fait, il y a aucune identification qui n'est produite devant la justice. Je veux dire, ce type-là ne s'est jamais présenté de façon officielle, n'a jamais présenté un seul document d'identité attestant qu'il était encore moins à la presse. Donc alors, encore moins à la presse. Je conclue. Donc moi, j'avais pas d'a priori. On avait la photo de famille où il y avait Jean-Michel Trogneux, et puis on avait ce petit gros. Bon, moi, je vais pas dire c'est ça ou c'est pas ça à partir de 2 photos. Alors qu'est-ce qu'il est devenu ce monsieur entre-temps? Comme je t'ai dit, je vais recouper. Donc en fait, j'ai remonté simplement. La question, c'est alors c'est qui Jean-Michel Trogneux? Donc je remonte la vie de Jean-Michel Trogneux et je récupère au total 8 photos. 8 photos qui sont toutes concordantes que l'individu né Jean-Michel Trogneux le 11 février 1945 à Amiens, c'est Brigitte Macron, et ce n'est pas le petit gros. Mais le petit gros, c'est un truc à la Amanda Lear. C'est enfin, est-ce que j'ai une tête de Jean-Michel Trogneux? Vous voulez un Jean-Michel Trogneux? En voilà un. Voilà, mais je veux dire, ça n'a pas de réalité ni journalistique. Je veux dire, c'est très intéressant puisque quand les Macron ont essayé de porter plainte contre Candace Owen, une plainte où ils auraient pu faire de l'argent parce que la diffamation aux États-Unis, c'est plus compliqué à engager, mais une fois que c'est engagé, l'argent vous pouvez en faire gros, d'accord? Donc ils envoient des questions, donc Candace Owen en retour au courrier envoie une série de questions à laquelle doit répondre l'Élysée pour que soit engagée la procédure pour diffamation. Et dans les questions, elle dit « Je veux bien croire que cet individu est Jean-Michel Trogneux, mais je veux bien le croire. Mais à ce moment-là, fournissez-moi des pièces d'identité et des photos de lui dans le passé, dans les années 80, avec sa sœur, etc. » Et les avocats de Brigitte Macron n'ont pas répondu. Et ensuite, à l'AFP, au lieu de dire bon on laisse tomber la procédure, ils ont dit on n'a pas reçu les questions, alors que les questions elles ont été dilatoire. Avec la fiche de réception et tout. C'est ce qu'a dit Régis de Castelnau. Je veux bien qu'on me mène en bateau. Tu vois, je veux bien travailler à identifier des Grolandais, quoi. Parce qu'en fait, c'est un Grolandais, le mec.
Donc je veux bien travailler à identifier des Groenlandais. D'ailleurs, on a une identification qui est en cours, qui débouche sur des accusations plus graves. C'est toujours le problème dans ce dossier. C'est-à-dire voilà. Donc je la publierai d'une façon ou d'une autre quand j'aurai travaillé sur cette piste, puisque de toute façon il me reste grosso modo 2 zones d'ombre à passer au peigne fin. C'est-à-dire qui est le petit gros et qu'est-ce qui s'est passé au milieu des années 80, c'est-à-dire au moment où il y a je vais te laisser restabiliser le téléphone. S'il te plaît, vraiment, si tu as une grosse tasse à café, utilise-la, le mets pas seulement sur l'ordinateur parce qu'il va retomber. Bon, si tu as quelque chose, parce que là, on continue sur ce sujet-là. 30 000 téléspectateurs en direct, bravo, 30 000 audiences, pas téléspectateurs, mon Dieu, on n'est pas dans le paysage audiovisuel français, on est dans le pif, on est dans le futur. Hein, comme disaient les Guignols, vous regardez l'ancêtre d'Internet, bonsoir. Eh bien, ok, ça c'est un point qui est important. En effet, Régis de Castelnau soulignait que la défense n'était pas logique, même s'il n'est pas forcément spécialiste du droit américain. Mais comme tu le rappelais, les diffamations aux États-Unis, c'est des milliards. Hein. Ça peut être des milliards. Je crois que les plus grosses, c'est Alex Jones, qui a été condamné à plus d'1 milliard de dollars pour de la diffamation sur une tuerie de masse, si je ne me trompe pas. Donc, en effet, c'est gravissime les diffamations. C'est pas un truc comme ça rigolo. Puis aux États-Unis, il n'y a pas l'excuse de bonne foi, comme en France, où on peut être reconnu avoir diffamé quelqu'un, mais être excusé pour sa bonne foi. Or là, bon, il n'avait qu'à envoyer l'extrait de naissance de cette personne, ce qui est un truc tout à fait standard, ou des pièces d'identité ou n'importe quoi. Après tout, Barack Obama, il a fait son extrait de naissance aussi, même si des Américains ont continué à interroger sa légitimité. Il a quand même produit un document qu'il a même présenté en conférence de presse. Ils ont produit l'extrait, l'acte de naissance de Jean-Michel Trogneux, ils l'ont produit. Oui, en fait, d'ailleurs la condamnation de Natacha Ray. La photo d'identité de ce monsieur. Non, il n'y a pas de photo d'identité. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis. J'ai procédé à un contrôle d'identité. On a des extraits d'acte de naissance de Brigitte Trogneux et de Jean-Michel Trogneux. Il faut assembler des photos. Donc, on nous dit, Jean-Michel Trogneux, c'est un petit gros. Brigitte Trogneux, c'est Brigitte Macron. Bon, bah, moi, je vais dans le passé et je prends des photos de Brigitte Trogneux et de Jean-Michel Trogneux. Et je regarde, et bah, c'est pas ça. C'est-à-dire que Brigitte Trogneux, c'est une femme qui est la sœur de Brigitte Macron, et Brigitte Macron, c'est Jean-Michel Trogneux. C'est tout. Et le petit gros, je le croise jamais dans la biographie. Et ensuite, eux l'identifient jamais formellement. Les seuls documents qu'ils ont fournis pour faire condamner Natacha Ray sont des extraits d'actes de naissance, qui sont des documents qui ne contiennent pas de photos et qui sont des documents d'identité. Je suis désolé, qui seraient même pas retenus pour emprunter un livre dans une bibliothèque. Et allez dans une bibliothèque et dites j'emprunte un livre avec votre extrait d'acte de naissance. Vous pouvez pas réserver un billet d'avion, vous pouvez pas prendre une chambre d'hôtel, vous pouvez rien faire avec un extrait d'acte de naissance. Donc en fait, ces documents qu'ils ont présentés et qui sont en fait les seuls documents d'identité ne comportant pas de photos, qu'ils ont présentés pour condamner Natacha Ray sur un point précis du dossier, puisqu'en fait ils n'avaient pas voulu lui délivrer ce document, l'extrait d'acte de naissance, en lui disant Jean-Michel Trogneux n'est pas né dans notre commune, avec en tête de la mairie d'Amiens et tampon de l'officier d'état civil, sachant qu'il était établi par ailleurs que Jean-Michel Trogneux était bien né à Amiens. Donc l'état civil d'Amiens ne lui avait pas fourni le document et avait fourni 2 documents stipulant que Jean-Michel Trogneux n'était pas né à Amiens, ce qui était faux. Et donc elle en avait conclu hâtivement que les actes d'état civil avaient été falsifiés. Et c'est sur cette accusation, et seulement sur cette accusation, qu'elle a été condamnée pour diffamation. Elle n'est pas condamnée pour diffamation sur le cœur du sujet. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Et on n'est pas obligé de la faire mener en bateau à identifier n'importe qui, n'importe comment. Le sujet, c'est qui est Brigitte Macron. Le sujet, c'est pas qui est le petit gros, qui est le chauve en maillot de bain. Et ça, ils ont tout intérêt justement à embrouiller le dossier en rajoutant des personnages, etc., à faire en sorte que ça ait l'air d'un casse-tête. Là, c'est pour ça que je suis très content de ce qu'ont fait les Russes et je suis très content de ce qu'ont fait Tucker Carlson. C'est-à-dire qu'au moins en 5 minutes, les gens ont la substantifique moelle du problème. Hein, il avait 14 ans et Brigitte Macron, c'est pas Brigitte Trogneux. Comme disait Pasqua, quand une affaire vous colle au basque, créez une affaire dans l'affaire jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne rien. Donc je rappelle en effet que la différence d'âge aussi a été complètement confirmée, même par la presse mainstream. Ça y est, c'était considéré comme complotiste. Tu fais bien de le rappeler. Ça avait été décrit comme complotiste, mais maintenant la différence d'âge est complètement actée. Or, ne serait-ce que de ce point de vue-là, le peuple français a été induit en erreur. Et Candace Owen parle bien de statutory rape, ce qui n'est pas le cas en droit français. Mais en droit français, ça aurait quand même été au minimum détournement de mineurs ou autre. Enfin, c'était pas légal puisque l'âge de consentement est de 15 ans et de 18 ans, comme tu le rappelais, quand on est dépositaire d'une autorité. Cette question vient d'arriver. Je ne sais pas exactement de quoi elle parle. Est-ce que c'est quelque chose qui t'évoque un passage important de ton enquête? Les 3 enfants de Brigitte Trogneux-Osière ont donc été élevés par leur oncle. Des pistes de ce côté-là et aussi quelque chose. Alors là, je vais être très clair. A priori, oui.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a une continuité, on a une rupture physique et une continuité du noyau familial. C'est pour ça que je parle de secret de famille. D'accord. En fait, Brigitte et Jean-Michel Trogneux sont très proches, sont témoins de mariage réciproques et respectifs. Et quand on prend les photos de Brigitte Trogneux et d'André Auzière, André Auzière et Brigitte Trogneux ont eu 3 enfants, Laurent, Stephen et Sébastien. C'est pour ça qu'à la fois tout est vrai et tout est faux. C'est ça qui est d'ailleurs très particulier dans le personnage de Macron, c'est qu'en fait les gens se demandent toujours est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas. C'est pas la question, c'est d'être étranger au principe de vérité. Ouais. Et à la fois tout est vrai et tout est faux et on peut tout est réversible. Voilà. Et donc cette autre question dit un fait accablant dont personne ne parle. Le maire qui a marié Brigitte et Emmanuel Macron a nommé Brigitte Dreux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est accablant? Je vois à quoi ça fait référence, mais enfin moi on sait honnêtement. Honnêtement, c'est pas convaincant. Enfin, honnêtement, c'est pas convaincant. On entend, mais Trogneux, Dreux, l'enregistrement sonore, etc. Est-ce qu'il a la langue qui fourche? Enfin, je veux dire, bon, c'est pas chercher des signaux et des indices absolument. D'accord, oui, c'est pas accablant du tout. D'accord, c'est très très clair. Bon, et ben écoute, on va passer aux autres questions du chat. Mais en effet, on a fait le tour. Donc, la différence d'âge, la déclaration qu'elle avait des souvenirs en Algérie, ce qui ne colle pas avec sa biographie officielle. Quoi d'autre? Alors attends, j'ai plus tout en tête. Oui, bien sûr, le pas de pluie. Oui. Surtout, lire le livre, Devenir Brigitte, qui, je redis, se lit comme un roman policier, qui permet de se faire une idée en son âme et conscience. Hein. Moi, j'ai pas écrit ça. Roman policier, mais je t'interromps. C'est pas de la fiction. Pardonne-moi, Xavier. Mais t'as dit roman policier, je sais que c'est flatteur, mais c'est pas de la fiction. D'accord, hein, c'est non. Tout est sourcé à partir de la presse mainstream. De la presse mainstream. Il y a quand même ce parti pris éditorial, c'est-à-dire que vraiment tout est sourcé avec de la presse mainstream et des documents qui sont disponibles dans des centres d'archives ayant pignon sur rue, c'est-à-dire archives municipales, archives départementales, Bibliothèque nationale de France, archives de congrégations religieuses du type jésuite, Sacré-Cœur de l'Enfant Jésus, les Ursulines, etc. Et donc en fait tout est documenté, je dirais, par le mainstream. Donc voilà. Donc quand je dis roman policier, c'est que c'est vrai que cette histoire, d'ailleurs, à chaque fois que les journalistes sont amenés à traiter du couple, l'idée de série vient. C'est-à-dire, on voit que même Le Monde, qui a fait une grosse série qui s'appelle Le Président et son double. Le Président et son double. Rien que le titre est intriguant quand même. Et d'ailleurs, série qui révélait que l'affaire que je porte aujourd'hui faisait l'objet d'une attention particulière du pouvoir et d'un détournement des moyens de la République, puisque l'affaire est gérée par Patrice Faure, qui est un préfet, qui est directeur de cabinet de l'Élysée. Donc c'est le directeur de cabinet de l'Élysée, qui a été nommé là en janvier 2024, quand j'ai publié pour la première fois les photos d'enfance de Jean-Michel Trogneux. On ne comprend pas pourquoi. Et donc, il gère ça en liaison avec le cabinet militaire de la présidence de la République. C'est dans Le Monde. Ouais, c'est dans Le Monde. Avec le cabinet militaire de la présidence de la République et les avocats de Brigitte. Voilà. Donc, mettez en relation. Voilà, c'est plusieurs choses qu'il faut. C'est une vision à 360 degrés qu'il faut avoir. On a une affaire de dossier Trump. On a une accusation. Brigitte Macron, c'est son frère, donc qui est quand même a priori n'importe quoi. On a des proches de Trump qui relaient cette accusation que n'importe qui proférerait à propos d'un autre serait discrédité dans la minute. Eh ben non, c'est pas discrédité dans la minute, c'est porté par des relais de Donald Trump et c'est géré à l'Élysée par le directeur de cabinet en liaison avec le cabinet militaire de la présidence de la République qui font pression sur la justice. Donc voilà, c'est cette vision-là. C'est pour ça que moi, c'est ça. On a une autre question, s'il te plaît, sur le fait. Alors, je ne sais pas si c'est vérifié. Je la prends comme elle arrive. Je ne sais pas si c'est exact. Cet auditeur nous dit que sur des documents officiels de la banque Rothschild, il serait indiqué que Macron serait né à Paris et non à Amiens. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez la documentation qu'on s'est procurée, tout simplement des bordereaux, de banque Rothschild, enfin des
documents internes, quoi, de la banque. En fait, on a une anomalie. Voilà, Ouais, anomalie, c'est le terme le plus rigoureux. Anomalie, absolument. Voilà, une anomalie que je ne m'explique pas, mais il se trouve qu'Emmanuel Macron n'est pas né à Amiens. Alors, ce qui est étrange, parce que par exemple, dans sa fiche d'inscription à Sciences Po, alors Emmanuel s'appelle Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Donc là, dans sa fiche d'inscription à Sciences Po, il est bien né à Amiens, mais il a oublié de marquer Jean-Michel et et ça a été rajouté au feutre noir par l'administration. Donc on a une anomalie sur ce document. Ensuite, sur la banque Rothschild, on a les deux, où il est quand même nommé associé gérant très tôt. Donc c'est un cadre de la banque, parce que associé gérant, on fait pas plus haut. Donc c'est un cadre de la banque. Ça vibre vraiment, Xavier, sans déconner, fixe-le bien, qui tombe pas fixe-le bien, prends le temps. Voilà, tu vas prendre le temps. Fais ça sérieusement. Alors, est-ce que là, on est bon? Ça me semble. Allez. Voilà. Donc, en fait, dans ces documents-là, il est inscrit comme étant né à Paris et non pas à Amiens. Voilà. Donc, en fait, on a quand même des anomalies sur des documents que je mentionne. Je ne tire pas de conclusion sur des anomalies dans les documents. Par contre, il y a des anomalies qui sont plus convaincantes et qui sont répétées. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui marque l'importance d'une anomalie, c'est si elle est répétée. Par exemple, dans les documents relatifs à Véronique Dreux, donc qui a été l'épouse de Jean-Michel Trogneux, dans des documents notariés et des documents fiscaux que nous sommes procurés récemment, donc des documents notariés et fiscaux, son mariage avec Jean-Michel Trogneux, qui devrait être mentionné dans ces documents-là, a été tout bonnement effacé. Voilà. Donc, en fait, c'est le genre de choses qui sont effectivement mentionnées. Je résume une dernière fois les anomalies. Donc, on ne compte pas celle de la mairie parce qu'en effet, c'est pas significatif. Par contre, en effet, l'anomalie du lieu de naissance chez les Rothschild, c'est une petite anomalie, mais bon, accumulée, ça devient quelque chose. C'est comme pour une intégrale. L'anomalie pour moi la plus grande, c'est d'aller visiter Patrick Buy, qui est donc spécialiste de la transition de genre et de la conversion du visage. Et puis en plus, le fait que ce soit fuité dans un média proche de Mimi Marchand, qui semble en être la source, dans une période où Mimi Marchand avait des comptes à régler avec le couple Macron. Le fait qu'une autre anomalie, que beaucoup de médias internationaux en aient parlé, avec des fois certaines allusions, le fait que donc Brigitte Macron ait déclaré qu'elle avait des souvenirs en Algérie, ce qui est complètement contradictoire vis-à-vis de sa biographie officielle, mais qui colle avec les documents militaires que tu t'es procurés de Jean-Michel Trogneux. Les anomalies, en effet, de la façon dont l'Élysée a répondu à Candace Owen, qui colle pas du tout avec une réponse somme toute standard, c'est-à-dire bon, allez, il y a des tarés qui pensent que la Terre est plate, il y a aussi des tarés qui pensent que Brigitte Macron est un homme, on va leur répondre de la même façon, écoutez, la Terre n'est pas plate parce qu'il y a des fuseaux horaires, et Brigitte Macron n'est pas un homme parce qu'on a toutes les photos, mais ça n'a pas été le cas, et les réponses de Candace Owen, qui auraient pu donner lieu à des centaines de millions de dollars de dommages-intérêts aux États-Unis, n'ont jamais été obtenues. Bon, voilà, ça fait en effet un certain nombre d'anomalies que tu compiles dans ton livre Devenir Brigitte, Becoming Brigitte, disponible sur Amazon. Certaines personnes dans le chat nous disaient que la Fnac avait refusé de le commander, et certainement il y a eu un effet Streisand, je pense, quand Amazon l'a interdit. Ça l'aurait sans doute rendu encore plus populaire. Moi, je ne me cache pas du fait que, à partir du moment où le Parisien a déclaré que c'était complotiste, je me suis dit, bon, là, je suis obligé de regarder si c'est vrai, parce que le Parisien avait aussi déclaré que Nord Stream, c'était complotiste, alors que c'est vrai, avait aussi déclaré que Hunter Biden et son portable, c'était complotiste, alors que c'est vrai, avait déclaré que la sortie du Covid du P4 de Wuhan était complotiste, alors que c'était vrai, avait déclaré que les liens de Joe Biden avec le Ku Klux Klan étaient complotistes, alors que c'était vrai, avait déclaré que la sénilité de Joe Biden était complotiste, alors que c'était vrai. Donc là, nécessairement, dès que on avait appelé ton histoire complotiste, il fallait en parler à mon audience et démêler le vrai du faux, ou en tout cas faire la liste des anomalies.